Adoption de la loi portant suppression du poste de Premier ministre au Sénégal. Le vote a eu lieu à l'Assemblée nationale ce week-end. Attaque du groupe djihadiste Boko Haram au Nigeria. Bilan, 5 soldats nigériens tués. Puis au Venezuela, des centaines de personnes se sont rassemblées lors d'une veillée en hommage aux victimes des manifestations antigouvernementales à Caracas. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a procédé ce week-end à l'adoption de la loi portant suppression du poste de Premier ministre. Cette réforme a été introduite par le chef de l'État pour, je cite, permettre d'alléger les tâches de l'administration et d'aller beaucoup plus vite dans le traitement de dossiers. Un argument qui ne convainc pas l'opposition qui reste sceptique. Le point avec Tchèque Berté. Tour à tour, les députés ont exposé leurs arguments pour faire passer la loi du côté de la majorité et tenter de la faire rejeter par l'opposition. Dans cette bataille d'arguments, les débats ont duré plus de 8 heures pour enfin voir la loi être adoptée à 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions. Pour la majorité, cette suppression du poste de Premier ministre va simplifier le fonctionnement de l'État. C'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Et aujourd'hui, nous l'avons vu dans notre pays. Lorsque les populations ont besoin d'eau, ont besoin d'électricité, ils s'adressent au président de la République. Il a des ambitions pour ce pays, il a un programme politique qu'il peut mettre en œuvre. S'il estime que lui-même doit être au devant pour s'assurer du suivi quotidien de la gestion des différents ministres que lui-même a nommés, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Du côté de l'opposition, l'adoption de cette loi fait grincer les dents. Il reproche à la réforme les pouvoirs exorbitants qui seront conférés au président de la République. Selon les députés de l'opposition, la suppression du poste du chef du gouvernement en tant qu'organe constitutionnel va accroître les pouvoirs du président en regroupant ses pouvoirs traditionnels qui seront cumulés avec celui du Premier ministre. Autre grief, pour le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, on voit en cette loi une façon camouflée de permettre au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale alors que la motion de censure des députés aura disparu. Le Parlement sera fragilisé pour la bonne et simple raison que le Premier ministre, qui a une connaissance transversale des dossiers de l'État, se présentait ici pour son discours de politique générale, un moment privilégié entre le Parlement et l'exécutif pour discuter en profondeur des questions qui touchent la vie de la nation. Cette rencontre ne va plus exister. Ce sont des pouvoirs exorbitants entre les mains du président de la République. Il ne peut pas en même temps s'occuper du Sénégal à l'intérieur, à l'extérieur du pays et en même temps vouloir avoir un œil permanent sur ce que chaque ministre fait dans son département. Ça n'obéit à aucune règle de gouvernance moderne, cette concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. Avec l'adoption de cette réforme, ce sont une vingtaine d'articles de la Constitution qui seront modifiés. Il faut rappeler que le Sénégal a à 2 reprises supprimé le poste de Premier ministre. C'était en 1963 sous Léopold Sédar Senghor et en 1981 sous Abdou Diouf. Et au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé dimanche le gouvernement du Premier ministre Boubou Cissé, désigné il y a 2 semaines. Il s'agit d'une équipe fortement recomposée, marquée par la présence de plusieurs personnalités de l'opposition. Reportage. La formation de cette équipe de 37 membres, outre Boubou Cissé, nommé le 22 avril, avec pour mission de former un gouvernement de large ouverture, fait suite à la signature le 2 mai d'un accord de gouvernance entre la majorité et certains partis d'opposition. Selon le communiqué publié par la présidence, cette ouverture se traduit notamment par l'entrée au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères de Thiébilé Dramé, directeur de campagne de l'opposant Soumaïla Cissé face à Boubacar Keïta à l'élection de 2018, mais signataire de l'accord.
L'Union pour la République et la démocratie URD de Soumaïla Cissé avait en son temps annoncé qu'elle continuerait à animer une opposition constructive tout en se disant ouverte au dialogue avec le gouvernement. Le ministère clé de la Défense revient par ailleurs au général Ibrahim Dairou Dambélé, ancien chef d'état-major des armées sous la junte issue du putsch d'Amadou Sanogo en mars 2012. Poursuivi dans le dossier de l'assassinat de militaires opposés à ce putsch, il a vu son contrôle judiciaire levé en janvier 2018 avant d'être réintégré dans l'armée comme inspecteur général. Le Premier ministre Boubou Cissé, économiste de formation, conserve le portefeuille de l'économie et des finances, mais avec l'appui, cette fois, d'une ministre déléguée chargée de budget. Le prédécesseur de Cissé, Soumaïlou Maïga, avait présenté le 18 avril la démission de son gouvernement, moins de 2 mois après la tuerie de quelques 160 civils Peuls à Ogossagou, au centre du pays, et une série de manifestations contre la gestion de l'État. Les participants à ces rassemblements ont accusé le gouvernement d'incapacité à assurer la protection des populations, mais aussi celle de ses militaires. En République démocratique du Congo, les Congolais semblent partagés au sujet de la gouvernance de leur dirigeant Félix Tshisekedi. Plus de 3 mois après sa prestation de serment, beaucoup s'impatientent de voir la concrétisation des promesses faites. On lui reconnaît cependant un certain nombre de mérites. Voici les précisions. Depuis l'investiture le 24 janvier de Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre, le climat politique en RDC s'est apaisé, reconnaît-on unanimement. Cette première alternance sans effusion de sang a rassuré la communauté internationale, mais son résultat est contesté par l'autre opposant, Martin Fayulu, qui revendique la victoire avec 60% des voix. Impensable, sous la présidence Kabila, les manifestations de l'opposition autour de Fayulu pour la vérité des urnes sont aujourd'hui autorisées, encadrées et même diffusées à la télévision publique RTNC. Le patron de la redoutable Agence nationale de renseignement, l'indéboulonnable Caleb Moutonde, a été relevé de ses fonctions sans coup ferré. Des avancées en termes de respect des droits humains renchéries par la libération des prisonniers du mouvement citoyen Filimbi. Au plan judiciaire, la justice congolaise a annulé la condamnation à 3 ans de prison de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, puis a abandonné des poursuites à l'encontre de ses gardes du corps dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires. Par ailleurs, des poursuites judiciaires ont été lancées contre des policiers impliqués dans des répressions d'une manifestation estudiantine. Soupçonnés de corruption, des mandataires d'entreprises publiques et le ministre des Affaires foncières ont tous été suspendus. Des efforts certains qui cachent à peine quelques balbutiements inquiétants. Félix Tshisekedi, à ce jour, n'est pas encore parvenu à mettre en œuvre l'une des principales promesses de campagne. Déménager l'état-major dans l'est du pays où des dizaines de milices menacent les civils. Le président congolais n'a pas non plus exercé jusqu'à présent le pouvoir régalien par excellence d'un chef de l'État à qui la Constitution donne plein pouvoir, nommé le Premier ministre. En somme, la tâche reste immense, de même que les défis à relever. L'armée nigériane a annoncé ce dimanche la mort de 5 soldats. Ils ont été tués vendredi lors d'une attaque menée par le groupe djihadiste Boko Haram qui a réussi à prendre une base militaire dans le nord-est du Nigeria. Les détails, ce sera dans cet élément. 5 soldats nigérians ont été tués en fin de semaine écoulée lors d'une attaque du groupe djihadiste Boko Haram qui, selon l'armée, a réussi à prendre une base militaire dans le nord-est du Nigeria. Une colonne de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, faction des djihadistes de Boko Haram, venue à bord de camions et à moto, a attaqué la base de la ville de Magumeri, à 50 km de la capitale de l'État de Borno. Selon le porte-parole de l'armée nigériane, les forces gouvernementales ont combattu les djihadistes qui étaient venus pour piller de la nourriture et d'autres biens. Toujours selon le porte-parole, l'armée n'est pas la seule à avoir fait les frais de l'accrochage, les terroristes ayant également enregistré de lourdes pertes. Les combats ont duré 1 heure. Quelques jours plus tôt, les djihadistes avaient attaqué une base de Mararaba, Kemba, à 135 km de Maïdougouri, tuant 5 soldats.
30 soldats y sont portés disparus. Les localités de la région ont été frappées à plusieurs reprises par Boko Haram depuis 2014, dont des combattants avaient pris le contrôle d'une partie du territoire avant d'être chassés par une contre-offensive menée par la force multinationale mixte composée du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun. Ce journal se poursuit en Libye. Des journalistes ont manifesté à Tripoli pour condamner l'enlèvement de 2 confrères. Ces derniers auraient été kidnappés par un groupe armé loyal à Khalifa Haftar. Voici les images. Alors qu'ils couvraient les affrontements près de Tripoli pour une chaîne de télévision privée, Mohamed Al-Gouri et Mohamed Al-Shibani, 2 journalistes libyens, ont été enlevés ce jeudi après-midi par la brigade Al-Kanyat, affiliée à l'armée du général Haftar, dans la région d'Assiadia, à une 50aine de kilomètres du sud-ouest de la capitale. Les 2 journalistes ont été interpellés et leur sort reste inconnu, a annoncé ce vendredi le groupe de surveillance des médias internationaux et chaînes de télévision locales Libya Al-Ahrar. L'organe de surveillance des médias a ajouté qu'il avait été informé de leur détention à Tarhouna, une ville située à 80 km au sud-est de Tripoli, et qui constitue le centre des opérations du général Haftar dans l'ouest de la Libye. Nous manifestons aujourd'hui pour soutenir nos collègues Mohamed Al-Kourij et Mohamed Al-Shebani qui ont été enlevés jeudi dernier. Nous n'avons aucune nouvelle d'eux et de leur destinée. Nous espérons que les organisations qui les ont kidnappés les libéreront. Le journaliste est un civil qui n'a aucune relation avec les tensions militaires et politiques. Il doit seulement envoyer les informations et les nouvelles du terrain avec crédibilité et professionnalisme. Tant Reporters sans frontières que Libye Al-Ahrar, une chaîne pro-JNA créée en 2011 en opposition à Muammar Kadhafi, ont exigé la libération immédiate des journalistes. Puis une note hors de l'Afrique pour finir. Au Venezuela, des centaines de personnes se sont rassemblées bougies à la main lors d'une veillée en hommage aux victimes des manifestations antigouvernementales dans l'est de Caracas. Ils répondaient ainsi à l'appel du chef de l'opposition. 2 jeunes Vénézuéliens blessés dans les heurts lors des manifestations contre le président Nicolás Maduro sont morts ce jeudi, portant à 4 le nombre des personnes tuées dans ces échauffourées qui les ont opposés aux forces de l'ordre. Nous sommes ici pour demander justice. La douleur qui nous submerge aujourd'hui en tant que peuple est immense et nous luttons, nous nous défendons avec tout. Je suis venu aujourd'hui pour rendre hommage à ceux qui sont tombés aux assassinats. Les partisans de l'opposant vénézuélien Juan Guaido se sont dirigés samedi en paix, mais en nombre réduit, vers les casernes pour exhorter une nouvelle fois l'armée à lâcher Nicolás Maduro, le président qui a appelé les troupes à être prêtes en cas d'attaque américaine. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Au revoir.